Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui pour ce 11e point presse de l'année 2021. Je rappelle que les contraintes sanitaires nous imposent une jauge pour les médias qui souhaitent être présents en salle de presse. Je remercie donc tous ceux qui nous suivent en audio et en visio et je salue les spectateurs sur la chaîne YouTube du ministère des Armées. Nous allons donc commencer par les sujets d'actualité. Je vais d'abord faire un premier point sur les questions de réanimation suite au discours du président de la République hier soir, qui a mentionné le rôle du service de santé des armées dans l'effort de la nation en matière de capacité de réanimation. En ce qui concerne ces capacités de réanimation, nous faisons aujourd'hui tous les efforts possibles pour participer à ce travail collectif. Dès le début de la crise, l'ensemble de nos hôpitaux militaires a été fortement mobilisé pour accueillir des patients. À ce jour, nous avons accueilli 1433 patients atteints du Covid en réanimation dans nos hôpitaux d'instruction des armées. Dans un contexte où, vous le savez, nous avons aussi accueilli des patients pour des hospitalisations sans réanimation. 13 624 patients atteints du Covid ont été hospitalisés dans nos hôpitaux militaires. Aujourd'hui, en matière de réanimation, nous avons 90 lits de réanimation. C'est une capacité que nous parvenons à atteindre grâce à un taux de déprogrammation de nos opérations de l'ordre de 30%. Ce taux de déprogrammation de 30% est en phase avec la politique nationale relayée par les agences régionales de santé. En ces temps de forte tension sur les capacités de réanimation nationale, nos hôpitaux militaires sont entièrement mobilisés et font tout ce qui est en leur pouvoir pour accueillir autant de patients que possible. Moyennant de nouvelles déprogrammations, nous pourrons intensifier notre contribution à l'effort national et augmenter nos capacités en matière de réanimation au sein des hôpitaux militaires de 10%. Par ailleurs, à Mayotte, où nous avions déployé 10 lits de réanimation en février, la situation sanitaire s'améliore. C'est la raison pour laquelle cet élément militaire de réanimation de Mayotte vient d'être fini d'être démonté. Ce sont donc des capacités que nous allons récupérer et que nous mettrons à nouveau à disposition des autorités de santé publique. Selon les besoins qui seront exprimés, ces capacités pourront être déployées à l'endroit où elles seront le plus utiles aux Français et elles pourraient également permettre de réaliser, si nécessaire, de nouvelles évacuations médicales. J'insiste sur un point, quand on parle de lit, cela inclut non seulement un lit pour le patient, mais aussi et surtout du personnel et du matériel associé pour le faire fonctionner. Je rappelle qu'à Mayotte, pour 10 lits en réanimation ouverts, 53 personnels soignants du service de santé des armées étaient déployés. Enfin, en réponse à l'urgence de la situation, nous augmentons nos efforts de personnel et nous mobilisons nos réservistes autant que possible. Voilà pour ce premier point d'actualité. Y a-t-il des questions à ce stade sur ce que je viens de dire ? Monsieur Raffray, en salle. Bonjour, monsieur le porte-parole. Mériadec Raffray, indépendant. Merci pour la partie réanimation. Est-ce que vous pouvez peut-être compléter sur un éventuel effort supplémentaire ou une montée en puissance de ce qui est déjà peut-être en train d'être fait sur la partie vaccination, puisque le président a bien dit hier qu'il réitérer ce confinement qui n'en est pas un, mais qui en est un quand même, parce que, bien sûr, la France montait en puissance sur les vaccins. Merci beaucoup. Sur la question des vaccins, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, mais je peux redonner ces éléments-là. Nous sommes en train de mener un travail de planification approfondi au niveau gouvernemental pour accélérer encore cet effort de vaccination. Évidemment, le ministère des Armées y participe. La réflexion, elle porte à minima sur nos hôpitaux d'instruction des armées, comment ils pourraient accueillir plus de Français pour se faire vacciner en fonction de l'arrivée et de la mise à disposition de doses de vaccins. Nous pourrions aller au-delà, mais il est encore trop tôt pour vous donner ces détails, et nous le ferons dès que possible. Mais ayons tous en tête que le ministère des Armées prendra toute sa part à l'effort collectif de vaccination des Français. Sur ce qui a déjà été fait en matière de vaccination par nos hôpitaux d'instruction des armées, je peux peut-être actualiser les chiffres que j'avais donnés la semaine dernière. Nous avons administré au sein de nos HIA, à la date du 30 mars, 24 176 doses.
un peu plus de 10 000, je ne donne pas les unités précises, ont été administrés à la population civile, et un peu plus de 14 000 l'ont été à des personnels du ministère des Armées. Les personnes qui ont totalement complété leur schéma vaccinal sont au nombre, au sein du ministère des Armées, grâce à ces vaccinations dans nos HIA, de 6 178 pour les personnels du MINARM et de 1 909 pour les personnels civils. Je ne reviens pas sur les nombreuses livraisons, à peu près 40 000 de doses de vaccins que nous avions fait à Tahiti, 15 000, Nouvelle-Calédonie, 15 000, Saint-Pierre-et-Miquelon, un peu moins de 10 000, et aussi Mayotte. Pardon, monsieur le porte-parole, 1909 civils du ministère ou civils Civils alors, population civile hors ministère des Armées. Ah, okay. Et les chiffres relatifs au ministère des Armées que j'ai donnés comprennent des personnels militaires et des personnels civils du ministère. Oui, bonjour. Franck Cognard à France Info. J'ai une petite précision à demander qui tient au premier chiffre que vous avez donné. Les 1433 patients admis en réa au sein des IHA, c'est depuis quand exactement? Alors c'est depuis le début de la crise Covid, lors de laquelle on a toujours mis à disposition des lits de réanimation. Donc c'est depuis un an? C'est depuis un an, tout à fait. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions sur ce sujet, je passe au reste des points d'actualité, au nombre de 3 cette semaine. Le premier point d'actualité est l'annonce que je vous fais aujourd'hui de la notification d'un contrat important, un contrat de soutien pour les chars Leclerc de l'armée de terre. Nous avons 225 chars Leclerc au sein de l'armée de terre. Ces chars Leclerc étaient maintenus depuis 11 ans par le biais d'un contrat dont Nexter était titulaire, un contrat de soutien en service. Eh bien, nous avons renouvelé ce contrat. C'est un contrat de 10 ans dont nous parlons aujourd'hui, un contrat de l'ordre d'1 milliard d'euros et un contrat verticalisé. Vous savez que la ministre des Armées est très attentive à ce que la politique de soutien des équipements soit la plus efficace possible. Et pour cela, elle souhaite que les marchés soient verticalisés, c'est-à-dire qu'il y ait une tête de pont, un industriel qui porte la responsabilité de l'ensemble du soutien et qui fasse le lien directement avec les éventuels sous-traitants. Ce marché verticalisé comprend donc la gestion et la livraison des pièces de rechange, la gestion de la documentation, l'assistance technique dans les régiments, certaines opérations de maintenance et notamment l'entièreté du soutien pour les chars Leclerc qui sont dans les camps d'entraînement de Canjuers et de Mourmelon. En quelques mots, le char Leclerc, vous connaissez cet outil majeur de coercition et de décision de l'armée de terre qui possède des capacités de feu, de mobilité et de protection auxquelles s'ajoutent des capacités d'information et de commandement. C'est le seul char au monde à être capable de tirer sur une cible fixe jusqu'à 4000 mètres en roulant. Je rappelle que les chars Leclerc, pour 200 d'entre eux, seront rénovés au cours de la loi de programmation militaire. 122 le seront effectivement d'ici 2025. Et au titre de cette rénovation, seront notamment ajoutés à ces chars Leclerc des kits de protection spécifiques, des kits de blindage, lui permettant de faire encore mieux face aux menaces. Le char Leclerc s'intègre dans la bulle de combat Scorpion, notamment grâce au système d'information SICES. Le taux de disponibilité des chars Leclerc dans le contrat précédent était de 60%. L'objectif que nous poursuivons avec ce nouveau contrat est de 70%. Je rajoute que ce contrat couvre d'une part les chars Leclerc et d'autre part les dépanneurs de Charles Leclerc. Nous avons 18 véhicules dépanneurs de Charles Leclerc. Deuxième point d'actualité, la réception par le ministère des Armées de 2 pousseurs de 6 tonnes destinés à la Marine nationale. Les pousseurs sont des bateaux de taille modeste qui permettent de faire des manœuvres de port et de transporter les lamaneurs. Les lamaneurs, ce sont les équipes qui permettent de faire l'amarrage des gros bateaux. Dans le cadre d'un marché qui avait été notifié fin 2017 à l'entreprise Gléenne, entreprise basée à Douarnenez dans le Finistère, fin 2017. Nous parlons là de la réception des exemplaires numéro 4 et numéro 5 sur une série de 7 unités, dont les noms sont Loup et Sar, des noms de poissons donc. Le coût du projet est d'environ 8 millions d'euros. Ces bâtiments sont destinés à la base navale de Toulon, ont une longueur de 10 mètres, 27 tonnes de déplacement et peuvent atteindre 8 nœuds. Cette opération représente 17 emplois industriels sur la durée du projet qui est de 3 ans. Troisième point d'actualité,
la participation du commandement de l'espace à un exercice multinational qui s'appelle Sprint Advanced Concept Training. C'est un exercice qui se déroulera à l'école militaire, un exercice international, avec 3 grandes régions géographiques représentées, les Amériques, l'Océanie et l'Europe. Il s'agira d'un entraînement sur la semaine du 5 au 9 avril. Et pour la première fois, le commandement de l'espace aura la direction opérationnelle du centre Europe. Et donc, sans interruption, sur un rythme de 3-8, pendant 5 jours, le commandement de l'espace mènera des opérations spatiales et se coordonnera avec les centres d'opération des Amériques et de l'Océanie. Voilà qui conclut les points d'actualité du ministère des Armées pour cette semaine. Auriez-vous des questions? Oui, bonjour. Bonjour, Alex Etinic de l'agence Associée de Presse. Je voulais revenir au Mali, l'opération Barkhane. Il y a 2 jours, l'ONU a sorti un rapport qui précise que dans une des dernières frappes de l'armée française, qui a visé des individus appartenant à Al-Qaïda, il y avait aussi beaucoup de civils et dont la frappe a fait 19 victimes. Est-ce que vous maintenez votre version qui a été donnée peu après? Et sur quelle base si vous pouvez nous répondre, sur quelle base de renseignements vous êtes basé? Est-ce qu'il s'agit de vos propres renseignements? Est-ce que ça a été vérifié? Comment on en est arrivé là? Merci. Écoutez, le ministère des Armées s'est déjà longuement exprimé sur ce sujet, par la voix de la ministre des Armées, par ma propre voix et par celle du colonel Barbry de l'EMA. Je peux vous redonner la position française suite au rapport de l'ONU. Ce rapport a été produit par la Direction des droits de l'homme de la MINUSMA. Nous saluons le fait qu'une mission de l'ONU puisse enquêter en toute indépendance, et nous nous étions d'ailleurs tenus à la disposition de l'équipe responsable de la rédaction, et nous avions transmis des informations. Ce que je tiens à rappeler aujourd'hui, c'est que la frappe qui a été conduite dans la région du village de Bounti, le 3 janvier, a suivi un processus de ciblage extrêmement robuste, qui permet d'assurer le strict respect du droit des conflits armés et du droit international humanitaire. Tous les principes fondamentaux de ces droits ont été respectés. Je le réaffirme donc avec force, le 3 janvier, les forces armées françaises ont ciblé un groupe terroriste formellement identifié comme tel. Face à cela, le rapport de l'ONU oppose des propos discordants, des propos contradictoires, qui montrent d'ailleurs à quel point la fiabilité de témoignages individuels peut être relative. Certains témoins avaient affirmé voir des hélicoptères, alors que ni les forces maliennes ni la force Barkhane n'avaient engagé d'hélicoptères ce jour-là. D'autres avaient parlé d'avions à basse altitude, alors que les avions qui ont procédé à la frappe se trouvaient à plusieurs kilomètres d'altitude. Donc ce rapport repose pour le ministère des Armées sur des témoignages non vérifiables, certains téléphoniques, et des hypothèses non étayées. Nous ne connaissons pas l'identité des témoins, nous n'avons pas la retranscription des témoignages, et aucun élément tangible, aucune preuve matérielle, aucun travail de police scientifique ne vient étayer ces dires. Alors oui, nous émettons de nombreuses réserves sur la méthodologie de ce rapport. Ne soyons pas naïfs, la guerre à laquelle nous faisons face est aussi une guerre informationnelle. Notre ennemi en est sans doute bien conscient et exploite toutes les polémiques. Le ministère des Armées trouve éminemment regrettable qu'on puisse, sur des bases aussi peu solides, mettre en cause l'honneur de soldats qui se battent au péril de leur vie pour aider le Mali à lutter contre les groupes terroristes. Voilà ce que j'avais à dire sur le rapport de l'ONU relatif à la frappe au nord de Bounti. Y a-t-il d'autres questions relatives à des points d'actualité? Sinon, je vais présenter l'agenda de la ministre des Armées. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, jeudi 1er avril, la ministre s'est envolée hier soir pour le Mali. C'est la 15e fois qu'elle se rend sur le théâtre de l'opération Barkhane, à la rencontre de nos troupes engagées sur le terrain. C'est un déplacement inédit, à la fois dans son format et dans son objectif. La ministre est en effet accompagnée de 2 de ses homologues, son homologue estonien, M. Kalle Lanet, et son homologue tchèque, M. Lubomir Metnar, qui sont 2 partenaires essentiels de la force Takuba qui est le thème essentiel de la visite de la ministre. Ce déplacement poursuit plusieurs objectifs. D'abord, et c'est aussi une réponse à votre question, monsieur, à l'instant, elle réaffirmera à tous les militaires français sa confiance et son soutien. La lutte qu'ils mènent contre le terrorisme est une fierté, pour elle et pour le pays tout entier. Il est essentiel de le réaffirmer. Ensuite, elle fera le point avec les autorités de transition maliennes sur les progrès militaires enregistrés, à la fois des succès tactiques et des succès d'intégration de nos armées. Et aussi, c'est important, sur les avancées du retour de l'État dans les territoires, notamment les services publics et les services de base au profit des populations. Enfin, et c'est une étape majeure
dans notre stratégie de lutte contre le terrorisme, les ministres acteront la pleine capacité opérationnelle de la force Takuba. C'est donc un moment historique à beaucoup d'égards. Une qualité, une profondeur de coopération extrêmement forte entre ces différents partenaires européens. Et finalement, nous avons su, avec la force Takuba, bâtir ensemble, et nous en tirons une grande fierté. Pour rappel, cette force a été lancée à l'initiative de la France en mars 2020, avec l'objectif de former, de conseiller et d'accompagner au combat les unités maliennes. Notre but, c'est d'accompagner les militaires sahéliens jusqu'à l'autonomie. Takuba totalise à ce jour plus d'une vingtaine de missions, notamment des opérations majeures de Barkhane, comme Bourrasque et Éclipse. Mardi prochain, mardi 6 avril, le soir, vous pourrez retrouver la ministre des Armées en ouverture de la semaine du Turfu. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Turfu, c'est Futur en verlan. C'est un événement organisé par les jeunes IHEDN. Il s'agit d'une semaine de conférences, d'échanges, d'ateliers. La ministre des Armées réfléchira avec les jeunes IHEDN sur l'avenir de notre défense, et notamment comment nos armées s'adaptent aux enjeux climatiques, aux ruptures technologiques, à l'évolution des conflits. Ce sera retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Le lendemain, mercredi 7, la ministre échangera avec une délégation du Conseil supérieur de la fonction militaire, en visioconférence. Le CSFM, vous le savez, est une instance d'échange entre la ministre et la communauté militaire dans son ensemble, puisque la gendarmerie fait partie du CSFM, sur tous les sujets de la condition militaire. Rappelons-nous que le président de la République avait reçu le CSFM à l'Élysée en décembre dernier, à l'occasion du 50e anniversaire de ce conseil. La ministre s'entretient très régulièrement avec les membres de ce conseil, ce qui témoigne bien de l'importance qu'elle accorde au dialogue et à l'ouverture dans tous les sujets qui ont trait à la vie quotidienne des militaires. La ministre participera ensuite à une séance de questions au gouvernement, puis elle enchaînera une réunion en visioconférence sur Takuba. Quelques jours après son retour du Mali, cette réunion sera l'occasion de rassembler les ministres européens engagés dans cette force, désormais pleinement opérationnelle, je l'ai dit, de se féliciter des résultats obtenus et de fixer ensemble les prochaines étapes de notre coopération. Le jeudi 8, elle participera à un conseil restreint, suivi d'un conseil des ministres, et elle s'entretiendra avec le général Burkhardt, chef d'état-major de l'armée de terre. Voilà qui conclut l'agenda de la ministre. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, nous allons passer au point thématique de ce point presse relatif à l'innovation et à la Red Team. Nous avons l'honneur, et j'aurais dû le présenter d'emblée, d'accueillir aujourd'hui M. Emmanuel Kiva, directeur de l'Agence Innovation de Défense, qu'on ne présente plus, et qui va nous parler des derniers développements de la Red Team. Alors, juste avant de céder la parole à M. Emmanuel Kiva, je voudrais juste rappeler quelques chiffres clés et quelques orientations politiques de la ministre en matière d'innovation, qui a fait de cette question une des priorités de son mandat. De manière très concrète, il y a eu une augmentation extrêmement significative des crédits consacrés à tout ce qui a trait à la recherche et à l'innovation au ministère des Armées. En fin de loi de programmation militaire précédente, en fait, en fin de mandat précédent, il y avait 730 millions d'euros par an qui étaient dévolus à ce qu'on appelait les études amont et à leur environnement. Nous avons en 2020 payé 805 millions d'euros en cette matière, et en 2021, cela représentera 901 millions d'euros. L'objectif du milliard d'euros en matière d'études, de recherche, de technologie sera bien atteint en 2022, conformément aux engagements du président de la République et de la ministre. L'innovation, c'est extrêmement concret. Je vais donner quelques exemples sans être trop long, puisque Emmanuel Kiva sera 1000 fois plus à même d'en parler que moi. Au moment du début de cette épidémie de Covid-19, un appel à projet avait été lancé par l'AID, un appel à projet qui, sur 3 semaines, avait récolté finalement 2580 propositions. L'objectif de ces propositions était d'apporter des innovations pour la gestion de la crise Covid. 37 projets ont été retenus pour au total 10 millions d'euros. Par exemple, des tests PCR rapides, des civières innovantes pour le transport aéromédicalisé de malades et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la gestion de la veille documentaire. Et donc, en un temps record, des projets ont été montés, ont déjà délivré, et certains continuent à se développer en ce moment. Deuxième exemple, le lancement du Fonds Innovation de Défense par la ministre des Armées en décembre 2020, un fonds doté de 200 millions d'euros et dont le but est de soutenir quelques sociétés bien choisies qui porteront des technologies potentiellement stratégiques pour l'avenir de la défense nationale. Évidemment, les grands maîtres d'œuvre industriels sont invités à se joindre à ce Fonds Innovation Défense.
Ce fonds vient en complément d'un autre fonds, le fonds DEFinvest, qui avait été créé en 2017, initialement doté de 50 millions d'euros. Il a été porté l'été dernier, notamment dans le contexte économique qui a suivi le début de la pandémie. La ministre a annoncé le doublement de ce fonds de 50 à 100 millions d'euros. Et ce sont déjà 9 entreprises qui ont fait l'objet d'une participation. L'Agence Innovation Défense, évidemment, créée en 2018, à sa tête Monsieur Kivard, attaché au délégué général pour l'armement. Je ne reviens pas sur tous les succès, j'en ai déjà mentionné un certain nombre. Simplement vous dire qu'en septembre 2020, l'agence avait présenté son document de référence et d'orientation en matière d'innovation défense, qui confirmait un certain nombre de priorités stratégiques et scientifiques: l'énergie, l'intelligence artificielle, l'espace, le cyber, le domaine hypersonique, les armes à énergie dirigée, les nouvelles technologies dans le domaine des capteurs et enfin les technologies quantiques. Le bilan de l'AID en 2020, c'est plus d'une centaine de projets, soit des nouvelles phases, soit des nouveaux projets en tant que tels de technologies de défense qui ont été lancés, ce qu'on appelait avant les études amont, une cinquantaine de projets rapides à destination des PME qui ont été labellisés, des dizaines de thèses qui sont financées et 180 projets de recherche lancés. Voilà, j'ai maintenant le plaisir de céder la parole à Emmanuel Kiva qui va vous faire un focus plus particulier sur la Red Team et qui pourra répondre à vos questions plus globales peut-être sur l'innovation. Monsieur Kiva. Merci, cher Hervé, monsieur le porte-parole. Bonjour à tous, à vous qui êtes dans la salle et à vous tous qui êtes en ligne. Effectivement, après cette séquence de présentation de l'actualité, on va essayer de se projeter dans le futur, ou dans le turfu, hein, puisque visiblement c'est un sujet à la mode, et en parlant de la Red Team. Donc je vais faire des gestes à l'attention de la personne en régie pour à chaque fois changer les slides. La Red Team, c'est quoi? De quoi est-ce qu'il s'agit? Et surtout, comment est-ce qu'on s'ancre finalement dans la prospective du ministère des Armées? Alors, pourquoi j'ai fait quelques slides sur qu'est-ce que c'est que la Red Team? D'abord parce qu'on nous pose beaucoup la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a appelé ça Red Team avec un anglicisme alors que la loi Toubon nous force notamment à parler en français? Eh bien, la Red Team, c'est un terme consacré qui vient de la guerre froide au Pentagone où les militaires avaient demandé à une cellule qu'ils avaient appelée Red Team de pouvoir penser comme le pacte de Varsovie, donc de jouer le rôle de l'adversaire. D'où leur insigne à l'époque, une étoile rouge. C'est quelque chose qui a été repris. Slide suivante, s'il vous plaît. Quelque chose qui a été repris d'abord par le monde des hackers et de la cyberdéfense, où la Red Team était chargée d'identifier et d'incarner les menaces de demain. Et puis finalement, c'est devenu une méthodologie, d'où le terme consacré Red Team, et d'où finalement l'inspiration que nous avons eue de pouvoir essayer d'imaginer le futur de la conflictualité au-delà de l'horizon militaire prévisible. Parce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous pose problème, de savoir que sera le monde en 2060, en 2080, et d'essayer d'éviter la surprise stratégique. Vous savez qu'aujourd'hui, on la vit tous les jours, cette surprise stratégique. Eh bien, justement, on s'est posé la question de savoir comment est-ce que l'on pouvait arriver à utiliser d'autres méthodes, d'autres moyens de pouvoir imaginer ce qu'était demain et après-demain. D'où la création de cette Red Team, qui est donc la menace en dehors du cadre. Suivante, s'il vous plaît. Le but étant de se dire, on va faire appel à une communauté qui ne raisonne pas comme nous, justement pour pouvoir essayer de nous projeter dans un avenir auquel on n'aurait pas pensé et suivant des méthodes qu'on n'aurait pas forcément employées. Donc la Red Team, c'est quoi? C'est finalement faire appel à une communauté qui est celle des écrivains et auteurs et dessinateurs de science-fiction pour pouvoir imaginer et anticiper les menaces du futur. Et je rappelle, la science-fiction, on ne l'utilise pas pour imaginer l'arme de demain ou l'arme d'après-demain. Comme le disait un auteur, on n'est pas là pour imaginer la machine à broyer les chatons. On est là pour essayer de nous projeter dans un scénario de société à l'horizon 2060, puis de revenir en 2030 en se disant quelles seront les nouvelles conflictualités, quelles seront les nouvelles menaces, en utilisant la science-fiction pour ce pourquoi elle est finalement extrêmement exceptionnelle, à savoir le fait de pouvoir s'intéresser aux réponses de la société et de l'être humain au progrès de la science et de la technologie. Autrement dit, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement d'anticiper les voitures volantes, c'est plutôt de prévoir les embouteillages.
Et donc, pour cela, nous avons souhaité développer une expérimentation. Cette expérimentation, donc baptisée Red Team, vise à réunir et à animer un collège d'auteurs de science-fiction qui vont réfléchir aux menaces d'après-demain, sous l'égide effectivement de l'agence, mais surtout sous l'égide du ministère, à savoir la Direction générale de l'armement, l'état-major des armées et la Direction générale des relations internationales et de la stratégie. Donc le premier but, c'est, vous l'avez compris, d'imaginer. Ensuite, de pouvoir nous éclairer par des analyses, des prospectives, de la synthèse, et puis surtout de le partager et de confronter finalement les équipes du ministère qui, elles, sont habituées à faire de la prospective à cette nouvelle manière de penser. Donc, deux remarques. D'abord, ça, c'est fait pour bousculer, c'est fait pour déranger, et c'est surtout fait pour penser différemment par rapport à l'approche prospective, j'allais dire, habituelle du ministère, mais c'est fait également pour s'insérer dans une démarche prospective structurée, avec une méthodologie. Il ne s'agit pas de faire un coup marketing, mais bien réellement de voir ce que cette nouvelle approche peut apporter en termes de méthodologie nouvelle de prospective. Alors, suivante s'il vous plaît, la Red Team Défense, on nous pose beaucoup la question de savoir qui est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et si on reprend les propos de la ministre lorsqu'elle a lancé cette initiative lors du Forum Innovation Défense en décembre dernier, elle avait déclaré effectivement « Étonnez-nous, bousculez-nous, faites-nous sortir de nos habitudes et de notre confort ». Et donc, par construction, vous voyez qu'à l'intérieur de cette Red Team, il n'y a pas des agents du ministère, il n'y a pas des opérationnels, il n'y a pas des militaires, il n'y a pas des ingénieurs de l'armement. Le but, c'est véritablement d'avoir un plastron de l'imaginaire qui va nous permettre justement d'imaginer au-delà. Et cette équipe, nous l'avons sélectionnée, nous avons fait un appel à projet, à la fois pour concevoir le projet lui-même, parce qu'il nous fallait un opérateur. Autrement dit, il ne s'agit pas de réunir 10 auteurs de science-fiction dans une pièce en attendant que quelque chose émerge. Il nous faut à la fois une méthodologie de réflexion, une méthodologie d'animation, une méthodologie de restitution, mais il fallait également avoir une communauté d'auteurs qui nous permettent de disposer finalement de ce noyau de créativité. Nous avons reçu à l'époque plus de 600 CV, 600 auteurs de science-fiction, pour la plupart français, qui ont souhaité nous dire qu'ils voulaient travailler avec nous. Je tiens à signaler d'ailleurs, parmi ces 600 auteurs, il n'y en a pas un seul qui a demandé comment c'était payé, comment c'était rétribué. Et on a vraiment eu cette surprise agréable de voir qu'il y avait cette communauté qui se mobilisait parce qu'elle trouvait que le projet était intéressant. Et puis, il y a eu cet appel d'offres pour sélectionner l'opérateur. C'est l'université PSL, Paris Sciences et Lettres, qui a été retenu et qui est aujourd'hui l'opérateur qui nous permet d'animer et de faire vivre cette communauté. Si on passe à la slide suivante, vous allez voir la liste des auteurs et des membres de la Red Team. Alors je dis auteurs et membres parce que vous allez voir qu'il y a des écrivains de science-fiction, certains extrêmement connus, des écrivains de romans noirs, des scénaristes, des dessinateurs comme Peter Skuten, extrêmement reconnu dans le domaine, et également une directrice de recherche au CNRS en sciences politiques qui également travaille sur la prospective et la science-fiction. Et donc nous avons voulu une équipe assez variée, assez diverse dans sa constitution, également dans ses orientations, des gens qui sont capables de faire de l'utopie, de la dystopie, du techno-thriller, de la hard science, là aussi ce sont des termes consacrés, hein. Et puis vous avez quelques auteurs qui contribuent de manière très active et qui contribuent discrètement puisqu'ils ne souhaitent pas que l'on divulgue leur nom. Les missions de cette Red Team, c'est de rédiger des scénarios, de concevoir des scénarios, de les restituer. Je vais vous montrer dans un instant comment on les restitue, par le biais d'artefacts, par le biais d'immersion, par le biais de scénarii, par le biais de dessins également, de telle manière à pouvoir constituer cet aiguillon qui va nous pousser à nous remettre en question et à essayer d'anticiper les menaces de demain. Alors, autour de cette Red Team, nous avons construit tout un écosystème. La suivante, s'il vous plaît. Un écosystème que, évidemment, donc, nous avons transposé pour la Blue Team, la Purple Team, la Black Team, la White Team. Donc, Red Team, je viens d'en parler.
Blue Team, nous allons vous en parler dans un instant, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais vous en parler. Ce sera justement un membre de la Blue Team de l'état-major des armées qui va vous présenter la constitution et le rôle de cette équipe. Et puis, on a tout un environnement. Alors, j'ai parlé de l'opérateur, de celui qui nous fournit la logistique, le soutien, la coordination, c'est ce qu'on appelle la Black Team. Nous avons une équipe également d'experts techniques, scientifiques, d'entrepreneurs, d'industriels et de militaires. Donc, quand je dis scientifiques, c'est d'ailleurs au sens large. Il s'agit de scientifiques de sciences dures, également de sociologues ou encore d'historiens, et qui sont là pour faire en sorte que cette équipe ne réfléchisse pas de manière hors sol et qu'elle puisse faire appel aux expertises autant que de besoin. Et puis, on a une troisième équipe qui s'appelle la White Team, qui est en fait un comité consultatif, scientifique, qui est garant d'une certaine liberté d'expression. On ne souhaite pas censurer la Red Team, donc on veut qu'il y ait des gens qui regardent, que le discours soit libre, qu'il y ait une certaine liberté d'action de cette Red Team. Et puis, ils vont nous aider aussi à sélectionner les membres de cette Red Team, puisque vous allez voir, je vous parlerai dans un instant de saison, que d'une saison à l'autre, eh bien, c'est la composition de cette Red Team en fonction d'abord des besoins et également des désirs de ces membres peut évoluer le cas échéant et on ne s'en prive pas. Alors, suivante, on va vous montrer dans un instant comment cette Red Team et cette démarche s'ancrent dans la démarche globale de prospective du ministère. D'abord parce que nous allons bientôt signer une instruction d'innovation Red Team qui va donc définir et nommer, et la ministre aura cette note de nomination des acteurs de cette Red Team et de leur mission, qui va structurer la gouvernance et le pilotage de la Red Team, et puis surtout organiser la démarche d'intégration de ces travaux dans les travaux de prospective du ministère et dans les travaux relatifs à la préparation de l'avenir. Et donc cette note sera co-signée à la fois par l'état-major des armées, par la direction générale de l'armement et par la direction générale des relations internationales et de la stratégie. Et puis, nous avons également un processus, qui est un processus qu'on appelle de Learning Expeditions. Vous voyez qu'on est quand même dans l'anglais, mais là aussi, c'est un terme consacré, qui consiste à accueillir cette Red Team sur différents sites du ministère pour leur donner une coloration, une connaissance, un environnement pour qu'ils prennent conscience des problématiques militaires, permettre de les inspirer par une immersion au sein des unités, et puis de favoriser les échanges, notamment avec les membres de la Blue Team. Et je rappellerai que les auteurs auxquels nous faisons appel ont suivi une démarche d'habilitation, ce qui nous permet de leur communiquer des informations confidentielles et de leur donner un certain savoir sur les problématiques prégnantes du ministère des Armées. Donc, ces Learning Expeditions, c'est notamment le moyen d'interagir avec la Blue Team. Et cette Blue Team, ce n'est pas moi qui vais vous en parler, c'est le capitaine de vaisseau Cazenave de l'état-major des armées, qui est lui-même membre et coordinateur de cette Blue Team. Commandant, je vous en prie. Merci Monsieur Kiva. Bonjour à tous. Je suis le capitaine de vaisseau Géraud Cazenave de l'état-major des armées du pôle prospective et stratégie militaire. La Blue Team, effectivement, comme l'a dit Monsieur Kiva, elle est composée de 3 acteurs, de l'état-major des armées, de la délégation générale pour l'armement et de la direction générale pour les relations internationales et la stratégie. C'est donc un copilotage. Et ce qui anime les membres de la Blue Team, c'est la pluralité, puisque nous représentons des gens du domaine de la stratégie, et c'est ma présence ici au sein du pôle prospective et stratégie militaire de l'EMA, le domaine capacitaire, le domaine de la doctrine, le domaine des opérations, et puis bien sûr les expertises de milieu, puisqu'il y a des correspondants de l'état-major de la marine, de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace et de l'état-major de l'armée de terre. En ce qui concerne la DGA, diapo suivante s'il vous plaît, la DGA est également représentée avec une forme de pluralité dans la structure et va s'intéresser évidemment dans tous les champs de l'innovation, des technologies émergentes, des technologies de rupture et finalement tout ce que les scénarios vont pouvoir présenter comme game changer en matière de système de défense.
Diapositive suivante. Enfin, la Direction générale pour les relations internationales et la stratégie va évidemment chercher dans la Red Team des idées nouvelles, des nouvelles appréciations sur des ruptures stratégiques, sur ce que pourra être l'état du monde dans quelques décennies. Je crois que ce qui nous caractérise tous, finalement, c'est la synergie et ce mode de travail commun DGA, DGRIS et État-major des armées et les armées permet de balayer un spectre très large et d'aborder les sujets avec les auteurs de la Red Team selon une approche très diversifiée. Je vais maintenant vous parler un petit peu de la méthode de travail, diapositive suivante. La méthode de travail, finalement, c'est de donner des thématiques à la Red Team. Ces thématiques sont proposées par la Red Team, validées par la Blue Team. Et une fois que les thématiques sont validées, nous laissons carte blanche à la Red Team pour qu'elle propose des scénarios autour de ces thématiques. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de faire un travail de science-fiction pour publier un livre. Il s'agit de faire un travail de science-fiction qui soit utile au ministère des Armées. Et donc, au cours de l'élaboration de ces scénarios et avant la séance de restitution, il y a différents ateliers de travail qui ont pour vocation de s'assurer que les scénarios que les auteurs sont en train de mettre en place répondent aux interrogations, aux problématiques du ministère des Armées. L'interaction Blue Team, Red Team, elle permet finalement à la Blue Team de challenger la Red Team, c'est-à-dire de leur dire est-ce que vous avez pensé à ci? Est-ce que vous pouvez en déduire quelque chose sur le plan des capacités militaires? Est-ce que vous pouvez nous placer dans une situation de conflictualité à laquelle nous n'aurions pas pensé jusqu'à présent? La Red Team n'a pas pour vocation de donner des réponses à ces questions-là. Les réponses, c'est le ministère qui les prononcera. C'est la deuxième partie du travail, c'est-à-dire qu'une fois que les scénarios sont établis, il revient aux différentes entités du ministère de s'en saisir et, le cas échéant, de faire évoluer les modèles d'armée pour répondre aux problématiques que ces scénarios ont mises en lumière. Il s'agit vraiment d'un travail de décentrage. Et je voudrais passer à la dernière diapositive sur le cône de potentialité. Nous n'attendons pas que la Red Team nous dise le futur. Elle ne saura pas le faire. Mais elle peut nous dire un futur auquel nous n'avons pas pensé, qui ne sera probablement pas ce qui se réalisera, mais qui pourra nous permettre de faire face à des problématiques qui, elles, nous intéresseront dans le futur. Et pour illustrer mon propos, je vais partir des scénarios de la saison 0. L'un des scénarios, appelé P-Nation, mettait finalement en scène une nation pirate qui s'est développée sur une frange littorale issue finalement du réchauffement climatique et de la montée des eaux. Et réfléchir à la montée en puissance de cette P-Nation nous oblige à revoir nos façons d'imaginer le combat littoral demain, nous oblige à repenser est-ce que l'amphibie a une vocation demain qui est la même que sa vocation aujourd'hui? Est-ce que la coopération entre la marine et l'armée de terre pour faire face à un ennemi qui serait sur des barges qui sont mouvantes, etc., s'apparente plus au combat urbain ou au combat en mer? Et voilà, c'est toutes ces problématiques-là que l'on rencontrera probablement dans les années 2030-2060 ne seront pas le fait de la P-Nation, mais ce seront des problématiques que les armées rencontreront à cet objectif-là. Et le deuxième scénario, barbaresque, nous mettait en face d'un deepfake majeur. Et là, je ne vais pas vous faire un dessin, il est évident que le deepfake est une des problématiques majeures, un des défis majeurs auxquels les armées seront confrontées dès la prochaine décennie et probablement pour les suivantes. Voilà, je termine en redonnant la parole à M. Kiva.
Merci, commandant. Merci pour cette très claire explication de la manière dont la méthode est conçue. Alors, le commandant a parlé de différentes saisons. Il a parlé notamment de la saison 0. Il faut savoir que donc la Red Team est construite sur 3 saisons principales, 1, 2 et 3. Et puis la saison 0, c'était la saison précursive. Pardon, celle qui, je devrais pas me lancer dans des mots pareils, celle qui visait effectivement à expliquer à la fois la démarche et à pouvoir l'illustrer de telle manière que tout le monde, y compris d'ailleurs le grand public, comprenne ce que nous souhaitions par cette expérimentation. Et donc le calendrier de cette saison 0, qui a commencé juste après la sélection de l'opérateur et la sélection des auteurs, c'était un briefing en octobre 2020 et très rapidement, après un certain nombre de visioconférences dues notamment à la situation et puis d'ateliers de travail, le fait de pouvoir, lors du forum Innovation Défense Digitale, qui a eu lieu en décembre, début décembre 2020, illustrer ce que c'était que cette approche. Et c'est d'ailleurs la ministre des Armées elle-même qui a lancé cette saison et qui a dévoilé ce thème que vient de commenter le commandant sur la piraterie du futur. Alors si je ne me trompe pas, je pense qu'en régie, on a la possibilité de me projeter un très très court film qui illustre la première saison, la saison expérimentale, la saison 0. Pour ce teaser que vous allez pouvoir d'ailleurs retrouver en ligne, comme un certain nombre d'autres informations sur un site internet qui s'appelle redteam.org et sur lequel, slide suivante s'il vous plaît, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre de productions. Alors production avec un S parce qu'il ne s'agit pas uniquement de produire des scénarios, mais également de les incarner. Et donc on cherche à réaliser des artefacts pour immerger finalement la Blue Team dans cet univers inventé, porteur des conflictualités futures. Donc en utilisant la réalité virtuelle, en utilisant la réalisation de costumes. Vous avez vu que dans l'équipe de la Red Team, vous avez une étudiante d'une école de design qui est là aussi pour réaliser des objets, des artefacts, pour imaginer également tout ce qui entoure ces pirates. Alors on parle de pirates, alors il y avait des chansons à boire, hein, des pirates du futur, il y avait des dessins, des visuels, des articles, et puis également un ouvrage qui a été réalisé. C'est-à-dire qu'à chaque étape de cette construction d'un imaginaire futur, on va essayer d'aller le plus loin possible, en passant, slide suivante s'il vous plaît, de l'idée. Le commandant a parlé du scénario P-Nation, donc de la ville flottante finalement. On s'est inspiré d'un certain nombre de concepts de bateaux furtifs pour aller de cette idée à la création. Slide suivante. Alors vous allez retrouver les dessins, slide suivante s'il vous plaît. Voilà, merci. Les dessins de Peter Squitten qui a inventé une ville sur la forme de ces bateaux un peu futuristes et qui flotteraient par agrégat de bidonvilles flottants finalement. À la modélisation, slide suivante également. Assez sérieuse. Je vous ai parlé d'une Black Team, ça veut dire que dans cette Black Team, on a des designers, on a des modélisateurs, on a des informaticiens qui vont aller jusqu'à réaliser des artefacts. Alors pour ceux qui sont dans la salle, et je ne sais pas si on est en vidéo ou pas, mais nous avons réalisé des artefacts en impression 3D. J'en ai un avec moi ici qui permet aux auteurs de pouvoir davantage s'immerger dans ce concept jusqu'à aller jusqu'au modèle final, slide suivante, qui va être restitué de cette manière-là à la Blue Team, de telle manière à ce que l'on ait un réalisme le plus poussé possible. Et puis si on regarde la slide suivante, on est allé jusqu'à imaginer
Ça, c'est pour la petite histoire des pirates du futur. Alors, vous avez ici un pirate que j'aime bien, avec un drone perroquet sur l'épaule. Alors, évidemment, ça peut faire sourire, mais ça fait partie, finalement, du processus d'immersion dans cette nouvelle manière de faire de la prospective. Alors, je ne ferai pas de grandes annonces sur la saison 1 qui a démarré depuis le début de cette année. Pourquoi je ne fais pas de grandes annonces? Tout simplement parce que les thèmes qui sont choisis sont pour l'instant des thèmes confidentiels, pour plusieurs raisons, pour ne pas dévoiler nos vulnérabilités, pour ne pas inspirer, le cas échéant, nos adversaires. Donc en janvier, il y a eu un briefing de cette saison 1. Nous avons choisi 2 thématiques parmi les 6 thématiques qui avaient été proposées. Nous avons conduit, et j'y reviens dans un instant, des Learning Expeditions, j'en avais parlé, donc ces séances d'immersion au sein des unités des armées. Et puis des ateliers qui sont en cours, des ateliers d'animation pour le lancement de cette saison. La slide suivante va vous présenter, par exemple, une expédition qui a eu lieu. Donc on a déplacé des auteurs, dessinateurs de science-fiction à Mont-de-Marsan, au sein de l'armée de l'air et de l'espace, pour leur dévoiler un certain nombre des sujets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui et nous travaillerons demain. La slide suivante vous montre également voilà, des images de cette expédition au plus près des forces et surtout au contact des forces, avec un échange avec les pilotes, avec les ingénieurs de l'armement, avec les officiers qui sont en première ligne. Et nous avons également fait en sorte, slide suivante, de pouvoir faire la même chose auprès de l'armée de terre. Et donc vous avez une immersion ici au centre d'entraînement au combat qui a eu lieu à Maïlican, où vous voyez cette équipe d'auteurs qui ne sont pas du tout des militaires, d'ailleurs pour certains qui sont si jeunes qui n'ont pas fait leur service, et qui vont aller combattre auprès d'un régiment, ou en tout cas assister à cet entraînement au combat. En l'occurrence, il s'agissait d'un combat mettant en œuvre notamment des blindés Griffon. Et puis des ateliers de travail, et c'est la suivante, et vous allez voir que ces ateliers sont très interactifs. Alors on les organise souvent dans des lieux qui ne sont pas les lieux habituels du ministère, justement pour favoriser la créativité. Alors sauf erreur, je pense que celui-ci devait avoir lieu à l'école des mines. Et vous voyez le dessinateur dont je vous parlais tout à l'heure, Peter Scuiten, qui essaye d'incarner finalement les concepts que l'équipe a imaginés. Alors le calendrier de la saison 1, c'est celui-ci. Il est un peu particulier. Normalement, une saison, ça va être une année. Là, ça sera un petit peu plus court. Donc, les réflexions, je vous l'ai dit, ont commencé en janvier. Nous en sommes aujourd'hui à avoir conduit 2 Learning Expeditions. Il manque une 3e pour la Marine nationale. Elle est prévue. Nous allons immerger les auteurs dans un stage commando pour leur apprendre le combat au corps à corps, le maniement des armes. Voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau qui leur permettra d'avoir la réalité du combat. Ça va être assez dur pour eux, on verra qui en sortira. Et puis ensuite, les ateliers de travail intermédiaires, notamment les ateliers entre la Red Team et le reste des équipes, puis les ateliers de confrontation, et enfin une restitution qui est prévue à l'été, en juillet. D'abord une restitution restreinte, puisqu'encore une fois, il ne s'agit pas d'un coup marketing, il s'agit de travailler. Donc on va confronter cela aux instances qui font de la prospective et de la préparation de l'avenir au sein du ministère des Armées, avant, le cas échéant, et en fonction du choix qui sera fait par la ministre des Armées, de dévoiler 1 ou 2 scénarios pouvant être restitués auprès du grand public. Et je terminerai en vous disant que la semaine prochaine, donc lors de la semaine du Turfu, donc, dont le porte-parole a mentionné tout à l'heure, il y aura une intervention dans la semaine de membres de la Red Team qui pourront là aussi compléter utilement ce que je viens de décrire. Voilà pour cette présentation. Je suis tout à fait prêt, évidemment, à répondre à vos questions. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Cher Emmanuel, y a-t-il des questions dans la salle? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, c'est Jean-Marc Tanguy. Je voulais savoir comment vous gérez la confidentialité, puisque là, on parle de profils qui ne sont pas des militaires et des civils du ministère des Armées. On sait que déjà, des militaires et des civils du ministère des Armées peuvent être très recherchés par les adversaires de la France pour savoir un peu ce qu'ils ont dans la tête. Comment on fait pour protéger ça avec des gens qui ne sont donc pas particulièrement habilités, peut-être pas sensibilisés à ce risque? Et vous parliez tout à l'heure du fait que aux 600 candidatures, vous aviez des gens plutôt désintéressés. Est-ce que quand même vous les rémunérez sous une forme ou sous une autre? Merci. Alors, en ce qui concerne la première partie de la question, effectivement, nous avons conduit un processus complet d'habilitation des membres, donc des personnes physiques,
de la Red Team pour d'abord vérifier les antécédents et nous assurer qu'on était capable d'aller jusqu'au niveau aujourd'hui confidentiel défense et qui demain sera remplacé par le niveau secret défense avec le niveau d'habilitation progresse. Et donc simplement le fait d'être habilité, d'abord les responsabilise et ils en sont très conscients et les oblige justement à une certaine discrétion. Maintenant, je rassure tout de suite, il ne s'agit pas de dévoiler l'intérieur de notre politique de dissuasion nucléaire et donc les éléments qu'on leur donne sont des éléments qui sont suffisamment intéressants pour eux pour leur permettre de pouvoir ne pas conduire des réflexions qui seraient hors sol, mais qui ne sont pas dangereux en tant que tels et en cas de divulgation. En tout cas, on s'est assuré de prendre toutes les précautions nécessaires. Et c'était quand même une demande d'ailleurs des auteurs que de se dire on va travailler, est-ce qu'on nous prend au sérieux finalement? Est-ce qu'on travaille avec nous sérieusement? Oui, on prend les auteurs au sérieux, c'est pour ça qu'on va jusqu'au bout de ce processus d'habilitation et aujourd'hui, ils sont habilités au niveau confidentiel défense qui nous permet de leur donner des informations qui soient pertinentes et au bon niveau. Maintenant, d'ailleurs, au passage, il s'agit de ne pas leur donner trop d'informations, puisqu'on ne veut pas non plus les orienter dans leur processus, on veut leur laisser une certaine liberté d'action, mais c'était important, à notre sens, de pouvoir en tout cas les emmener dans des endroits où ils puissent toucher du doigt la réalité du métier de militaire et des missions qui nous sont confiées. D'ailleurs, je crois qu'ils apprécient beaucoup cet aspect-là. Et oui, nous les rémunérons aujourd'hui, c'est prévu dans le marché, ça fait partie des frais qui sont engagés au titre du marché, de manière tout à fait raisonnable, mais comme tout travail mérite salaire, comme on veut qu'il soit véritablement impliqué à nos côtés, et vous savez qu'auteur de science-fiction, c'est généralement pas un métier à temps plein, il y a quelques auteurs qui ne font que ça, mais souvent ils cumulent plusieurs métiers. Ça nous semble normal de les considérer comme des collaborateurs à part entière et donc de les rémunérer. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais quand même préciser que non, on ne va pas leur faire de stage commando, mais si vous regardez la date de cette conférence de presse, vous comprendrez pourquoi j'ai parlé de stage commando pour les auteurs de la Red Team. Merci beaucoup, monsieur le directeur, pour cette présentation très intéressante sur la Red Team et l'innovation de défense. Merci, Emmanuel. On va maintenant passer au point sur les opérations avec le colonel Barbry de l'état-major des armées. Bien, bonjour monsieur le porte-parole. Bonjour à toutes et à tous pour cette synthèse des actualités opérationnelles qui est toujours aussi dense cette semaine en 8 points. Un premier point sur Barkhane, puis on basculera sur Corymbe, ensuite Chamal, puis la mission Clémenceau 21 pour enchaîner avec la mission Jeanne d'Arc, passer sur l'opération Daman. En Médor, ensuite, pour évoquer la mission Cléopatra, puis on terminera avec la mission Lynx. Alors tout d'abord, avec Barkhane, libération, puisque le 28 mars, en début de matinée, un sous-groupement de Bison, alors en opération de reconnaissance, à une centaine de kilomètres à l'est de Tombouctou, a repéré un groupe armé terroriste et ces sommations ont été effectuées. Elles n'ont pas été respectées, refusant d'obtempérer. Donc le groupe armé terroriste a engagé le combat. Cette phase action de feu a permis de neutraliser le groupe armé terroriste et de découvrir un plot logistique composé de 5 armes légères d'infanterie, 20 chargeurs, 3 motos, du matériel de transmission ainsi que des éléments constitutifs d'engins explosifs improvisés. Alors cette mission, elle a surtout permis de libérer un otage malien qui avait été enlevé et séquestré depuis le début du mois de février 2021. Alors, ces conditions d'enlèvement et de séquestration lui ont occasionné des blessures. Des soins médicaux lui ont été immédiatement prodigués par la force. Et après s'être assuré de son bon état de santé, cet homme sera donc remis par Barkhane aux autorités maliennes dans les prochains jours. Afin de garantir sa sécurité lors de son rapatriement, ni son identité, ni le lieu de l'enlèvement de ce responsable malien ne seront divulgués. Deuxième point, formation au combat. Le 25 mars donc 2021, le GT2 Douaumont, devenu groupement tactique désert d'intervention et partenariat de combat, donc GTD-IPC, a débuté la formation de l'unité légère de reconnaissance et d'intervention numéro 5 des forces armées maliennes. La constitution donc de ces ULRI, unités légères de renseignement et d'intervention, contribue à améliorer la rapidité et la mobilité des unités partenaires en les formant à un type de combat particulier, puisqu'il s'agit d'un combat mené à la fois en moto et à pick-up. L'ULRI numéro 5 est composé de militaires maliens qui ont stationné à l'origine dans différentes emprises du Mali.
Pour rappel, ces unités légères donc de renseignement et d'intervention sont au nombre de 5. Elles sont composées de 90 à 100 militaires maliens qui sont répartis dans 3 sections différentes, qui sont armées et qui sont équipées d'une vingtaine de motos et de 16 pick-up. Troisième point, stabilisation. Cette fois, le 23 mars, un sous-groupement tactique désert a escorté une délégation du centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur différents sites de la localité de Ménaka. Et depuis que la Task Force Takuba accompagne les forces armées maliennes dans la région du Liptako, la sécurité s'est grandement améliorée, redonnant confiance aux forces de sécurité, aux administrations, mais également à la population locale. La vie reprend ses droits à certains endroits, permettant entre autres le développement de projets d'eau potable, d'électricité et la bonne tenue des marchés. Un point également sur le secours d'un avion civil, et puisque le 27 mars, à cause de conditions météorologiques difficiles et surtout d'une panne interne de son système de positionnement, un avion de la compagnie aérienne Sky Mali, avec à son bord 105 passagers, s'est retrouvé en difficulté au moment donc, de la phase de posée sur l'aéroport de Gao. Heureusement, et grâce au Spartiate, donc qui est un radar de l'aviation légère de l'armée de terre, qui signifie système polyvalent d'atterrissage, de recueil de télécommunications et d'identification de l'altitude, le militaire d'astreinte à la tour de contrôle donc de Gao a pu guider les pilotes jusqu'à ce qu'ils sortent d'un nuage à environ 200 mètres du sol. Alors, au bilan cette semaine sur Barkhane, l'activité aérienne, 79 sorties, parmi lesquelles 20 sorties chasse, 18 sorties ISR et 41 missions de transport ou de ravitaillement. On passe maintenant au deuxième point avec l'opération Corimbe et le début de l'exercice Éléphant. Après avoir mené du 22 au 25 mars donc l'exercice international de sécurité maritime Oban Game Express aux côtés de 31 autres nations, le porte-hélicoptère amphibie Dixmude, son groupement tactique embarqué Dragon et l'avion de surveillance maritime Falcon 50M de Dakar ont poursuivi leurs activités opérationnelles dans le golfe de Guinée en participant à l'exercice interarmé Éléphant 21. Alors, le 28 mars, cet exercice a débuté par la projection de soldats, donc de Dragon, du groupement tactique embarqué, depuis le PHA Dixmude jusqu'aux plages d'Abidjan. Par la suite, les troupes débarquées évolueront dans la profondeur pour aller atteindre un objectif assigné avant de réaliser une simulation de désengagement par des moyens amphibies avec les marins du Dixmude. Alors, il s'agit à la fois de renforcer les compétences en matière de projection de force donc vers la terre depuis la mer, en coopération avec les forces françaises en Côte d'Ivoire, mais également, sous le signe du partenariat militaire opérationnel, de travailler en coopération avec les forces armées de Côte d'Ivoire. On bascule sur Chamal maintenant, avec une relève. Au Levant, 4 Rafales C de la 30e escadre de chasse stationnée sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan ont relevé 4 Rafales B. En près de 6 mois au sein de l'opération Chamal, les Rafales B de la 4e escadre de chasse de la base aérienne 113 de Saint-Dizier ont totalisé plus de 250 sorties, représentant 1200 heures de vol et procédé à 9 frappes, dont, je tiens à le souligner, les premières frappes opérationnelles au moyen du pod Talios. Les Rafales B ont également opéré à plusieurs reprises avec des bâtiments de la Marine nationale en Méditerranée, dans le cadre d'exercices conjoints. Les Rafales B se sont enfin illustrés en dépassant la barre symbolique des 10 000 heures de vol depuis leur déploiement sur le théâtre en août 2016. Au bilan, cette semaine, les avions engagés donc, dans l'opération Chamal ont réalisé 19 sorties aériennes. Je passe maintenant au Moyen-Orient avec la mission Clemenceau 21, dont vous voyez le déploiement à l'écran. Et après quelques jours de relâche opérationnel aux Émirats arabes unis, le porte-avions donc Charles de Gaulle et ses escorteurs ont appareillé hier en faisant entrer le groupe aéronaval dans une nouvelle phase de la mission Clemenceau 21. Alors plus précisément, le 31 mars, hier, le contre-amiral Osda a pris le commandement de la Task Force 50, comme cela a été illustré dans un communiqué de presse qui est paru hier. Cette Task Force 50 est une décomposante des forces navales américaines déployées dans la zone du Golfe arabo-persique et constituée d'un ou plusieurs porte-avions. Alors, habituellement exercé par un amiral américain, le commandant de la Task Force 50 opère sous les ordres du US NAVCENT, l'état-major naval régional américain. Alors, cette task force a pour mission la projection de puissance, le strike warfare, depuis le Golfe arabo-persique. Cette prise de commandement par les marins français
qui n'est pas une première puisqu'elle a déjà été effectuée en 2015, illustre le très haut niveau d'interopérabilité entre les dispositifs navals américains et français dans la zone, et elle résulte de plus d'une décennie d'opérations conjointes entre les groupes de porte-avions français et américains. Opérant désormais depuis le Golfe arabo-persique, le GAN est désormais intégré pleinement, entièrement à l'opération Chamald, qui est donc le volet de l'opération Inherent Resolve. Je bascule maintenant sur l'océan Indien avec la mission Jeanne d'Arc 21, puisque le groupe Jeanne d'Arc est arrivé à Cochin, en Inde, le 30 mars pour une relâche opérationnelle de quelques jours. Et dans quelques jours, justement, du 5 au 7 mars, se déroulera l'exercice La Pérouse, auquel participeront frégates et bâtiments amphibies, ainsi que des aéronefs australiens, français, indiens, japonais et américains. Le groupe Jeanne d'Arc participera à cet exercice d'initiative française et le commandant du Tonnerre en assumera la responsabilité tactique. Alors, l'exercice La Pérouse est enfin une opportunité pour les élèves officiers de la Marine nationale et les officiers élèves invités de s'entraîner dans un contexte multinational particulièrement dense. Opération Daman maintenant, juste pour signifier une relève. Alors, voilà, l'opération Daman, juste pour signifier une relève, puisque jeudi 25 mars, dans le camp franco-finlandais à Derkifa, au sud du Liban, le colonel Chanard, chef de corps du 2e régiment d'infanterie de marine, a officiellement pris le commandement de la Force Commander Réserve, FCR, succédant ainsi au colonel Martin du 5e régiment de dragons. Donc cela marque le transfert d'autorité entre les mandats 38 et 39 au sein de l'opération Daman. Médor, ensuite, avec l'opération Cléopatra. Du 21 au 25 mars, le porte-hélicoptère amphibie Mistral a participé à l'édition 2021 de l'exercice Cléopatra, qui a engagé, côté égyptien, son sister ship, le porte-hélicoptère amphibie Anwar el-Sadat, ainsi que la frégate El Fateh et le patrouilleur Souman Ezat. Donc c'est organisé tous les 2 ans. C'est un exercice qui s'est déroulé dans les eaux égyptiennes. Et la 16e édition de cet exercice bilatéral a été close, comme vous le voyez à l'écran, par la visite conjointe du chef d'état-major de la Marine nationale, l'amiral Pierre Vendier, et de son homologue égyptien, le vice-amiral Ahmed Khaled. Orientée autour de la thématique donc Resevac, la visite des chefs d'état-major de la Marine a été l'occasion de présenter, au travers d'une présentation dynamique, un dispositif conjoint d'évacuation de ressortissants. Enfin, je voudrais clore avec vous cette synthèse des opérations avec l'Europe du Nord et de l'Est, IFP, avec Lynx 9, puisque toujours jeudi 25 mars, un détachement français était sur les rangs à Tapa, aux côtés des alliés britanniques et estoniens, pour assister au transfert d'autorité donc, du battle group britannique entre le 5th Rifles et le 1st Merchant. Cette cérémonie a marqué officiellement le 9e engagement de l'armée française au sein de la force de présence avancée renforcée de l'OTAN dans les pays baltes. Depuis lundi, le détachement est impliqué dans l'exercice Bold Monsoon, qui correspond à l'exercice d'intégration dans le cycle d'alerte du bataillon britannique, qui lui-même est intégré au sein de la 1re brigade d'infanterie estonienne. Parallèlement, le détachement prépare un autre exercice qui s'appelle Bold Eagle et qui est le premier exercice de haute intensité de l'OTAN pour la 1re brigade. Donc, ainsi, je conclus la synthèse des opérations et je suis bien évidemment prêt à répondre aux éventuelles questions. Oui, bonjour mon colonel. Est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non l'état-major des armées s'active du côté du canal du Mozambique après ce qui s'est passé ces derniers jours sur la côte nord du Mozambique? Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne l'état-major des armées, et à ce jour, nous n'avons pas reçu de sollicitation donc, du Mozambique. C'est la première phase de la réponse. La deuxième phase, c'est que nous avons des forces de présence, des forces de souveraineté qui s'appuient donc sur 10 points d'ancrage particuliers. Et ces forces, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, sont de nature à pouvoir constituer une aide, si tant est que nous en soyons sollicités. Pardon, 10 points d'ancrage dans la région? Non, pas dans la région. On a bien en force de présence, on a 5 points d'appui en force de souveraineté, 5 points d'appui en force de présence, et ce qui constitue pour nous donc un avantage certain, puisque ça nous permet de rayonner partout dans le monde. C'est Jean-Marc Tanguy. J'avais 2 questions pour le colonel.
concerne Takuba. Est-ce que ce serait possible d'avoir un instantané des forces qui sont actuellement déployées, à la fois les humains et le matériel? Et est-ce qu'il serait possible de comprendre comment on arrivera demain au niveau militaire pour Takuba? C'est un niveau qui, je le rappelle, est évoqué par le président de la République après le sommet de N'Djamena. Il évoquait à ce moment-là 2000 militaires européens dans la task force Takuba, à un horizon qui n'a pas été d'ailleurs daté, dont 500 Français. Et je rappelle que 500 Français, c'est plus encore que l'actuel format de la task force Sabre. Donc comment on peut arriver à ces chiffres sur lesquels, je crois, pour l'instant, on n'a pas eu de précision. Et la deuxième question, elle concerne Éléphant. Donc vous avez dit tout à l'heure que c'est le début d'Éléphant. Jusqu'à quand va durer Éléphant? Et est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments sur la suite, puisque manifestement, il y a une suite. Merci à vous. Alors, concernant le deuxième volet de votre question sur l'exercice Éléphant 21, il se poursuivra jusqu'au 11 avril. En revanche, je vous pose la question de la suite. De quelle suite envisagez-vous? À moi, j'envisage rien, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un largage qui était prévu d'ici le 11 avril. Est-ce que vous pouvez le confirmer, par exemple? Oui, alors, effectivement, il a été fait état d'un largage. Il ne ressortira pas s'il est effectué donc, de l'exercice Éléphant 21. Les modalités d'exécution ne sont pas encore consolidées et on reviendra vers vous pour vous donner des éléments précis sur ce sujet. Pour le premier point concernant Takuba, dans un premier temps, on ne peut que se féliciter de l'effet d'entraînement de la Task Force Takuba, et notamment vis-à-vis de nos partenaires européens. Pour autant, il appartient à ces mêmes partenaires de gérer leur communication et de faire les annonces. Aujourd'hui, le point de situation sur Takuba n'a pas différé de celui que j'avais pu vous donner la dernière fois, avec le task group franco-estonien, le task group donc franco-tchèque, ainsi que la force suédoise. Concernant les moyens dédiés, sur les moyens lourds, nos partenaires européens ne souhaitent pas communiquer précisément sur ces moyens et donc je vous demande de bien vouloir vous reporter vers eux en matière de communication. Et les effectifs à ce jour sont inchangés. Donc sur la marche à suivre jusqu'à 2000 militaires, je ne suis pas en mesure de pouvoir répondre à votre question. Est-ce qu'on peut savoir combien il y a de Français quand même? Oui, je vais revenir vers vous pour donner précisément les chiffres de Français, en sachant que nous avons une cinquantaine de Français sur le task group franco-estonien. Nous avons également une cinquantaine de Français sur le task group franco-tchèque, plus des éléments d'environnement. Je vous communiquerai les chiffres très, très précis à l'issue. Oui, bonjour, Daphné Benoît de l'AFP, colonel. Une petite question sur le GTD Chimère dont vous avez annoncé la création la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous donner le volume d'hommes qui participent à ce GTD et est-ce qu'ils ont fait le lien d'ores et déjà avec le bataillon tchadien et est-ce que vous avez des indications un peu plus précises sur la localisation? Alors, tout d'abord, pour répondre très précisément à l'ensemble de vos questions, en ce qui concerne la localisation, il est prévu que donc, le GTD Chimère, qui a fait la jonction avec le bataillon tchadien, opère principalement dans la région des 3 frontières, donc jonction effectuée, la zone d'action privilégiée, la zone des 3 frontières. Sur le volume, nous ne communiquons pas précisément sur les volumes. Il y a plusieurs centaines de militaires qui sont intégrés et constitutifs de ce GTD Chimère. À moins qu'il y ait un dernier regret, nous allons donc conclure ce point presse en vous remerciant et en vous souhaitant une très belle fin de semaine. Merci mon colonel. Merci à vous.